Salut à tous, ça y est, on est live, il y a marqué en direct en rouge. Bonjour à tous, hyper content de vous avoir. On va attendre encore qu'il y ait quelques participants qui puissent venir. Bon, on voit déjà des gens qu'on connaît bien. Caroline, Perrine. J'ai déjà envie de faire des clins d'œil. Tac, tac, tac. Ah, on a perdu Simon, qui avait un sujet de connexion, je crois, ce matin. Bon, ça va le faire. Caroline, ok, cool, trop bien. Trop bien, trop bien. On va attendre quelques minutes. Sandrine aussi qui est là. Il y a des gens qui nous suivent depuis le début, donc trop content de vous revoir. Et je vois qu'il y a aussi des personnes qui nous ont aidés à organiser l'événement. Emmanuel, salut. Merci pour la belle communication. Trop bien. Ok, cool. Alors, n'hésitez pas à mettre. Il va y avoir des sondages qui vont être partagés pendant tout ce webinaire. On a prévu de vous partager beaucoup de contenu. On a prévu de. N'hésitez pas à prendre des notes parce que, enfin, préparez-vous à copier-coller des choses parce qu'il y a beaucoup de liens qui vont vous être partagés. Et l'objectif, c'est que vous puissiez ressortir avec énormément de contenu, des tips très concrets sur comment est-ce que demain vous pouvez recruter des top managers, comment vous pouvez affiner votre process. C'est vraiment l'objectif. Du coup, n'hésitez pas aussi à nous dire dans un premier temps quelles sont vos attentes dans le chat. N'hésitez pas à partager ça là-dessus. Si vous avez des questions particulières, il y a un petit onglet questions en haut à droite. Et si vous avez envie de répondre aux sondages, enfin, on vous invite vraiment à répondre à nos sondages. On en a deux qui vont permettre de vous rendre compte, ok, les participants qui sont j'allais dire à droite et à gauche de vous, non, ils sont en ligne avec vous. Comment ils se positionnent par rapport à ce sujet-là aussi. Donc, ça va être très cool. On peut peut-être en profiter pour se présenter dans un premier temps, Simon. Je te C'est une laisse très bonne idée. la main. Avec plaisir. Donc, je suis ravi de participer aujourd'hui à ce webinaire. Je suis Simon Baron, psychologue du travail de formation et je m'occupe de la partie science-innovation d'Assess First. Chez Assess First, vraiment, notre objectif, c'est de comprendre à situation égale pourquoi certaines personnes sont en posture de succès, là où d'autres sont en échec. Et pour ça, eh bien, on évalue leur potentiel. Et c'est vrai qu'on est connu chez Assess First pour démocratiser le recrutement prédictif, pouvoir prendre de meilleures décisions sur la base de données, notamment psychométriques. Et ça amène souvent à nous positionner sur des recrutements de jeunes diplômés, de managers, de volume. Mais je trouve qu'on mérite à partager aussi ce qu'on sait faire sur la partie top exécutive. Et c'est l'objectif aujourd'hui, quand on est vraiment sur du très quali, du très pointu, comment s'y prendre pour anticiper le succès des personnes. Yes, trop cool, ça va être le sujet Je te laisse la d'aujourd'hui. main. Et de mon côté, du coup, je m'appelle Ulysse. On a créé Aigo avec Nicolas. Concrètement, ce qu'on fait, c'est du conseil. C'est une boîte de conseil. Et on intervient surtout sur la modernisation de l'orga et des processus qui vont toucher aux people. Donc, pas forcément à la performance, pas forcément à vos sales, mais vraiment comment est-ce que, en fait, c'est deux choses principales. Comment est-ce que vous pouvez créer une machine, entre guillemets, à recruter de manière intelligente, smart, parce qu'on est convaincu que la première chose qui va faire qu'un succès va être qu'un projet va être un succès, c'est est-ce qu'on est capable de composer la meilleure équipe. Donc, on retravaille toute la stratégie de recrutement des clients avec qui on bosse. Et après, on les aide à créer un environnement dans lequel les différentes équipes vont pouvoir interagir entre elles. Parce que déjà, quand dans une équipe, ça fonctionne bien, c'est très bien. Mais quand plusieurs équipes fonctionnent bien ensemble vers la même vision, c'est là où il peut se passer des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Et du coup, c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus. Et concrètement, moi, je suis hyper content de traiter ce sujet-là. On s'est creusé la tête avec Simon. On avait envie de faire un webinaire ensemble. On s'est dit quel est le sujet qui n'est pas forcément abordé trop souvent, mais qui est ultra stratégique. Et on s'est dit clairement, en fait, le recrutement des top execs, c'est peu abordé, mais ça conditionne vraiment le succès d'un projet, que ce soit dans un grand groupe. Donc nous, on va faire un retour d'expérience. On a l'expérience en scale-up et en grand groupe. En grand groupe, que ce soit sur une transformation ou sur un nouveau projet, le leader c'est celui qui va avoir le plus d'impact, en tout cas sur l'organisation, même s'il n'est pas tout seul. Et pareil quand on est en train de scaler. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important
Et on est vraiment ravis que vous soyez là pour partager un peu avec nous. Si vous avez des tips auxquels on n'a pas pensé, on sera curieux de les avoir. N'hésitez pas à partager un maximum. Et surtout, nous, on vous a concocté un petit programme qui va vous permettre à mon avis, de bien découvrir des nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour recruter des top execs. On va vous partager un premier sondage juste avant de commencer. C'est Morgane que je salue, qui est en backstage, qui vous a partagé un sondage en haut à droite, donc vous l'avez. On vous invite à répondre. Comme ça, on va pouvoir vous donner aussi les résultats. Ah non, il n'est pas encore validé. Je crois que c'est moi qui dois le faire en fait. Quel critère principal et c'était quoi l'autre Comment vous recrutez les top managers? Voilà, c'est ça. Je vais choisir une option. Alors, je peux mettre quoi que ce soit. Interne équipe, recrutement. Ah bah voilà, vous avez commencé à y répondre, donc n'hésitez pas à y répondre. Et là, je vous présente un petit peu l'agenda devant vous. Donc, on va voir très rapidement l'importance des top managers pour scaler et se transformer. On va le voir assez rapidement parce que c'est un sujet que vous connaissez certainement, mais on va quand même donner un petit retour d'expérience qui est important. Ensuite, on va voir comment sélectionner et tester les meilleurs candidats grâce à la data. Donc, de ne pas se baser que sur un CV ou une appréciation, et on va le voir, je ne spoil pas trop. On va aussi voir où se trouvent les meilleurs candidats. Donc là, on parle effectivement de top exec et de manager. Et après, on va rentrer sur un cas très concret, notamment avec Simon qui va partager un cas concret d'un moment où ils ont dû recruter un CEO pour une boîte qui était quand même assez grande. Donc, comment ils ont fait la sélection. Et nous, on va vous partager aussi les outils que vous pouvez utiliser. Dans 1 heure, vous pourrez les utiliser normalement pour que vous puissiez aussi vraiment bien valider quel type de profil vous voulez recruter. Et après, il y aura un petit temps de questions-réponses, si ça vous va. Et là, on voit que la plupart des gens recrutent les top managers avec une équipe interne. Et qu'il y a quand même pas mal de monde qui recrute avec une équipe externe, ce qui peut se comprendre. Les deux cas se comprennent. Ah non, d'ailleurs, plus en équipe. Alors attendez, ça change tout le temps. 43% et 43%. On est totalement ex aequo. Équipe interne, équipe externe, hyper intéressant. Et dans les deux cas, c'est ce qu'on va vous montrer pourra vous être utile à ce niveau-là. Cool. Donc là, vous l'avez partagé. Donc sur l'importance des top managers, on a 2 expériences différentes avec Simon. Et du coup, je te pose la question en premier. Toi, tu as eu une expérience plutôt en scale-up. Assessor, c'est clairement passé de start-up à scale-up récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur notamment le recrutement des top managers et comment vous faites et comment ça a évolué peut-être? Oui, merci pour ça. Alors déjà, ce que je trouve intéressant sur ce type de profil, c'est qu'il y a 2 enjeux. Il y a toujours l'enjeu de trouver des gens qui vont dans la même direction que l'entreprise, mais ça, c'est vrai pour tous les recrutements. Donc, on va le voir, comment est-ce qu'on s'en assure de manière un peu plus précise sur des profils exec où il y a quand même des aspects autres que l'on va chercher par rapport à d'autres profils plus opérationnels. Mais la difficulté en plus, c'est d'assurer que la personne qui arrive, elle ait déjà le rythme de croisière qu'a l'entreprise actuellement. C'est-à-dire que pour un job opérationnel, on peut prendre quelqu'un, le laisser monter en compétences et puis qu'il soit après à une même vitesse de croisière. Sur les profils top exec, comme on est directement sur une activité qui peut pas ralentir et qui n'a pas le temps de laisser la place à de l'ajustement, c'est là où c'est intéressant d'aller chercher quand même un minimum d'expérience pour que la personne prenne le train en marche à l'allure actuelle. Et c'est vrai que nous, on a été en partant, on était 4 quand je suis arrivé dans les 80, j'ai vu 2 situations. La situation, entre guillemets, où on a le temps, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui prennent un job opérationnel et qui développent leur équipe. Donc, ça, c'est des situations intéressantes de miser sur les potentiels et les voir évoluer au fil du temps. Et puis, il y a des situations où on est déjà 60, il nous faut un CFO, et on ne peut pas prendre un contrôleur de gestion qui va passer CFO dans 1 ou 2 ans. Il faut prendre un CFO qui en 1 mois, 2 max, soit au niveau des exigences de l'entreprise. Et donc, ça invite à cette double approche, une approche, comme je disais, plus s'assurer que la personne a une capacité à prendre en main les enjeux existants, mais aussi à aller dans la bonne direction que l'on donne à l'entreprise, parce que sinon, on achète une expérience, mais une expérience finalement qui n'est pas transposable chez nous dans la trajectoire qu'on veut lui donner. Et c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui à valider ensemble, c'est comment est-ce qu'on s'assure de ces 2 aspects.
Ok, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'était dit aussi, c'est que les gens apprennent de manière linéaire, et du coup, si tu as une croissance qui est plus rapide que linéaire, donc qui est exponentielle, bah en fait, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va déjà rattraper, donc qui est plus high level que là où en est ta boîte maintenant, mais qui sera Ouais. bien, en gros, dans 6 mois, un an, et qui sera perfect, quoi. Donc c'est risqué, et c'est aussi pour ça qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut recruter. Pour être sûr de son recrutement, notamment. Donc carrément. Moi, de mon côté aussi, pas mal d'expérience, plutôt auprès de grands groupes, parce qu'on a fait enfin, j'ai travaillé pas mal dans des transformations de grands groupes, et notamment, je pense à Carrefour, Engie, Renault. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de sous qui étaient dépensés dans les transformations. Ça veut dire que en l'occurrence, mon background, c'était plutôt transformation agile. Donc, comment est-ce que on développe de produits de manière agile, des produits IT de manière agile. Donc, tous les groupes du CAC 40 dépensent des millions d'euros là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème, c'est que ces groupes-là n'étaient pas non plus capables d'attirer des leaders, enfin, globalement, hein, la plupart du temps, d'attirer des leaders qui comprenaient vraiment ce mindset agile, en l'occurrence, et du coup, qui allaient pouvoir le mettre à son plein potentiel. Ça veut dire que les équipes étaient en train de se transformer, les équipes étaient formées, l'organisation se changeait, mais le leader, en fait, faisait que, comme c'était pas forcément quelqu'un qui comprenait fondamentalement ce sujet-là, pouvait bloquer un peu cette transformation. Et du coup, ils donnaient pas l'impulsion nécessaire pour faire bouger les lignes. Ils avaient du mal à supporter les initiatives qui venaient du bas, parce qu'en fait, ils comprenaient pas forcément pourquoi c'était intéressant. Et du coup, c'était vraiment problématique, et on a vraiment décelé qu'il y avait une nécessité d'onboarder quelqu'un qui allait déjà incarner la prochaine étape dans laquelle une entreprise va se dessiner. Donc, si une entreprise amorce sa transformation, il faut vraiment que ces leaders incarnent déjà ce vers quoi ils ont besoin de se transformer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pivot. Quand on va faire la scorecard, vous allez le voir à la fin, il faut déterminer le pivot. Et le pivot, ça va être l'élément qui différencie un candidat classique, donc un candidat à T0, entre guillemets, d'un candidat qui va pouvoir rendre ce département moderne. Je peux vous donner un exemple très concret. Si on prend l'exemple du retail, maintenant, il y a 10 ans, on aurait choisi un leader, un CMO, donc un responsable marketing dans le retail. Il aurait pu être un acteur classique du retail. Or, maintenant, on voit que le retail est en train de se faire complètement manger par des boîtes comme Amazon. Et maintenant, il y a des boîtes comme Gorillaz qui arrivent aussi à Paris. Vous avez peut-être vu, si vous êtes à Paris, ils sont en train de pas mal communiquer. Et du coup, on a besoin de recruter un leader qui doit être capable de comprendre l'expérience end-to-end d'un utilisateur, ce qu'on ne demandait pas avant un leader classique chez Carrefour, par exemple. Et il doit comprendre vraiment la compréhension de l'univers technologique. Et comme on le voit avec Gorillaz, donc Gorillaz, c'est en gros des livraisons de courses en 10 minutes auprès de chez soi, il doit aussi comprendre les nouveaux business models qui émergent. Donc ça, il faut absolument le mettre dans la fiche de poste, il faut absolument le mettre dans la scorecard et l'avoir en tête. Et pour continuer La sur... citation que tu veux, pardon, la Ouais, citation que tu veux sur la France, elle est de toi ou elle est de quelqu'un d'autre? elle est de moi, en l'occurrence. Mais c'est vraiment l'idée qu'on voulait partager, c'est que les- mettre de l'argent dans les transformations, c'est OK, mais si vous n'avez pas le bon leader qui va supporter cette transformation, en fait, ça peut être un peu de l'argent perdu. Ce sera jamais perdu parce que les équipes sont en train de se transformer, mais ça peut être vraiment bloquant. Et je voulais aussi j'ai pris cet exemple de Carrefour parce que c'est justement presque un contre-exemple. En fait, Carrefour, ils étaient vraiment dans la panade à un moment, donc il y a 2, 3 ans. Les résultats en baisse, beaucoup de coûts structurés, etc. Et ils ont dû recruter un nouveau CEO. Donc on peut pas imaginer meilleur cas d'école pour le recrutement d'un top manager, qui s'appelle Alexandre Bompard, qui a eu il a une expérience politique, donc il savait bien naviguer dans les grands groupes, mais il avait aussi une expérience à la Fnac, et il comprenait fondamentalement les besoins de la transformation digitale. Et du coup, en recrutant ce nouveau CEO, il a commencé par faire une analyse, et après il a écrit une lettre, au même titre que Jeff Bezos écrit annuellement sa lettre aux investisseurs et qui est ouvert à tous, et qui a fait que ça a pu donner une nouvelle perspective pour le groupe et ça a pu faire accepter ce changement. Et dans sa lettre, on va vous partager le lien dans le chat que vous pouvez voir parce que franchement, C'est déjà fait. elle est, bah voilà, bah nickel. Il dit des choses comme, enfin, je vais vous la lire très rapidement, c'est éloigné du client, Carrefour n'a géré ses forces qu'en les additionnant. Carrefour est présent sur tous les formats, mais à ce jour n'est pas multiformat.
Carrefour est présent sur tous les canaux de distribution, mais n'est pas omnicanal. Carrefour est présent dans 33 pays, mais ne sait pas tirer parti de sa taille, etc. Et de cette lettre, il a créé un programme qui s'appelle One Carrefour, qui allait être, pas à Massy, mais qui allait être dans Paris, dans les locaux de WeWork, proche de Google. Et surtout, il allait nommer, et c'est ça ce que je veux qu'on puisse retenir, il a nommé un Head of Product qui en fait était le patron de One Carrefour, qui s'appelle Cyril Marshall, qui venait de la stratégie digitale d'Ubisoft, donc univers quand même différent, mais axé sur la stratégie digitale, qui était surtout un entrepreneur qui avait créé une boîte qui s'appelle Lucky Cart, qui était une solution tech pour en gros proposer des coupons de réduction auprès des mêmes clients que les gens de Carrefour, enfin des particuliers, mais avec toute une expérience qui était fondamentalement bien ficelée. Et en fait, ils ont fait le pari. Personne chez Carrefour n'avait ce type de personnalité-là. Ils auraient pu prendre un ancien de chez Carrefour pour le nommer à l'innovation, etc., comme on fait dans beaucoup de grands groupes. Et ils ont fait le pari. Non, on a besoin de quelqu'un qui va incarner ce que va être Carrefour demain. Et c'est comme ça qu'ils ont eu une transformation qui a marché. C'est comme ça qu'ils ont eu des résultats qui sont canons. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de créer une expérience utilisateur qui est vraiment super sympa. Donc, je pense que c'est un bon exemple quand on parle de transformation de grands groupes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais tac, bonjour à tous. Ok, non, forcément. Je vous invite à vraiment voir la lettre parce qu'elle est vraiment super. On va vous partager un deuxième sondage assez rapidement. Donc, l'idée, c'est quel est le critère principal sur lesquels vous vous appuyez pour sélectionner vos top managers. On va voir. Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question, si je peux regarder. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? C'est pour la rediffusion de l'événement. Donc, on va vous envoyer le deuxième sondage. Tac. Donc, quel est l'élément, le critère principal en fait que vous allez cibler? Donc, on va pouvoir répondre. Et surtout, on va commencer à s'intéresser au fond du sujet d'aujourd'hui. Parce que là, pour l'instant, on vous a expliqué des choses, mais peut-être que vous en avez déjà conscience. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser la data pour sélectionner des super candidats? Donc moi, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. J'ai découvert parce que j'ai découvert la solution Assessforce qu'on utilise aussi en interne et qui est assez impressionnante parce qu'en gros, on rend des critères et on voit sa personnalité en face de nous avec des points très différenciés. Et du coup, Simon, comment ça marche et pourquoi la data, tu penses que ça peut être quelque chose qui est bien pour recruter les top managers? Eh bien, pour plusieurs raisons. J'en présentais 3 en fait. Tu peux aller sur le slide suivant. Il y a la partie expérience dont tu parles. C'est vrai que l'expérience, c'est un peu ce qu'on achète quand on cherche à recruter un top exécutif. Et tu as montré l'importance que ça avait eu chez Carrefour avec des profils qui venaient du milieu digital et du coup qui étaient capables de transformer l'expérience utilisateur Carrefour de par ce passé sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Le fait est que c'est vrai que sur les top execs, c'est important, mais c'est pas suffisant. Quand on regarde la méta-analyse qui est sortie en 2019, là, qui fait état de 81 études indépendantes, la conclusion, c'est que finalement, l'expérience passée corrèle très peu avec la performance future, la capacité d'apprentissage, et il ne prédit rien du turnover. Donc ça questionne, parce que d'un côté, on se dit quand même, sur du top exec, il faut un minimum d'expérience. De l'autre, quand on regarde les études, on constate que l'expérience, finalement, ça ne dit pas si une personne va réussir. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi l'expérience ne prédit pas le succès quand on la regarde à un niveau vraiment méta. La première raison, c'est que quand on rentre dans le détail des années d'expérience, ça fonctionne sur les premières années. Si tu prends par exemple quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience versus quelqu'un qui a 2 ou 3 ans d'expérience dans un contexte donné, la personne qui a 2-3 ans d'expérience, elle a un temps d'avance sur la personne qu'on n'a pas du tout. Donc au départ, le peu d'expérience, 1, 2, 3 ans max, ça fait vraiment la différence dans les profils. Par contre, quand on regarde le détail des études entre les profils qui ont 3 ans d'expérience et 7 ans ou 10 ans d'expérience, là, il n'y a plus du tout d'impact de ce passage dans un contexte donné. Donc ça, c'est important pour moi que tout le monde l'ait en tête parce que généralement, quand on attend un certain nombre d'années d'expérience, on ne sait pas trop où mettre le curseur. 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, surtout sur du top exec.
on a tendance à faire valoir la posture d'autorité d'un maximum d'expérience, alors que dans les faits, oui, il y a une différence entre pas d'expérience et 3 ans d'expérience. Par contre, au-delà, ça va être négligeable. Donc ça, c'est une première chose à avoir en tête. Et d'autre part, c'est que si on achète juste de l'expérience, on peut se retrouver avec des personnes qui n'emmènent pas du tout l'entreprise dans la même direction que là on veut l'emmener. Et dans ce cas-là, cette expérience, elle n'est pas transposable. Elle n'a aucun intérêt. Elle va être gâchée. Et c'est là aussi où c'est ce qui fait aussi que l'expérience ne paye pas toujours. C'est parce que elle n'est pas suffisante. Il faut s'assurer aussi de la trajectoire que lui donnent les personnes pour valider leur transposabilité. Donc pour la transposabilité d'une expérience, le meilleur moyen, c'est de tester le raisonnement des candidats. Tout simplement parce que peut-être que certains candidats sont arrivés à des niveaux de top exécutifs parce que finalement, sur la base de l'ancienneté, ils ont obtenu des promotions au cours de leur carrière et ils arrivent à un niveau là où ils dominent une business unit, mais tout simplement parce qu'ils ont eu le temps de le faire. Alors que vous allez les mettre dans un contexte où ils n'auront pas le temps. Ils vont devoir transposer leur savoir et l'appliquer de façon rapide dans un environnement différent. Et s'ils n'ont pas de niveau de raisonnement pour suivre, ils vont tout simplement être incapables de transposer ce qu'ils ont emmagasiné toutes ces années dans un nouveau contexte, avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux enjeux. Et ça c'est quelque chose que je trouve que on n'ose pas assez faire parce qu'on se dit c'est des top execs, ils ont déjà fait leurs preuves, donc on va pas en plus les challenger sur leur raisonnement. Et pourtant c'est déterminant. Je vous montrerai après dans le cas client que on présente, mais c'est crucial. Le deuxième aspect, tu peux passer à la slide précédente, c'est s'assurer que les top execs soient pas arrivés à ce niveau-là pour les mauvaises raisons. Parce qu'en fait, en psychologie, ce qui est constaté, c'est que il y a beaucoup de personnes qui aiment le pouvoir, mais pour les mauvaises raisons. Et ces mauvaises raisons, c'est ce qu'on appelle les dark triades. D'ailleurs, Morgan, si tu peux poster à la fois le lien vers la méta-analyse que je viens de présenter précédemment et le questionnaire pour que les participants puissent tester s'ils ne sont pas trop machiavéliques, psychopathes ou narcissiques, ce serait super. Ils sont assez courageux. C'est une tendance que l'on peut avoir et qui amène au but. Ah ouais, c'est important de déjà commencer par ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui peut amener quelqu'un à arriver au niveau en haut de la hiérarchie, c'est ces tendances au machiavélisme, narcissisme, psychopathie. Et pour autant, ça a tendance à détruire les organisations. Donc il faut vraiment faire attention à ce que quand on prend des top execs, il n'est pas cette tendance à aller faire exploser finalement les équipes parce que ce sont des manipulateurs ou beaucoup trop d'ego en fait. Ça, tu peux le tester. Enfin, ça veut dire que dans un process, tu peux leur demander de répondre au questionnaire que Morgan est en train d'envoyer pour détecter un peu leur background. Alors, un peu plus subtil. Le questionnaire que je vous partage, c'est un questionnaire qui a été développé par des universitaires, il est validé. C'est vrai que c'était un peu plus touchy de le faire passer dans des entretiens parce qu'on se dit, attends, on est en train de tester là quand même des traits assez tendancieux chez moi. En fait, typiquement chez Assess First, on le fait un peu indirectement. C'est-à-dire qu'en testant les motivations des candidats, on regarde s'ils sont plutôt intéressés par le pouvoir, l'argent, le fait de dominer finalement l'organisation, qui pourrait renvoyer à ces aspects, on va dire, un peu plus malsains, des dark triades, versus des personnes qui vont avoir une ambition beaucoup plus altruiste, le fait de vouloir avoir un impact positif sur le monde, d'aider les autres, de travailler en équipe, tous ces aspects-là qui sont beaucoup plus sains. Et donc, on va s'assurer que les motivations qui animent la personne sont plutôt celles-ci et pas des aspects très matériels ou pouvoir pur. Ok, donc c'est fait via le assessment classique, mais de manière plus subtile, qui fait que à la fin, tu n'as pas ton résultat en disant vous êtes un psychopathe, et après tu te dis qu'est-ce que je fais de ça? Ok, ça marche. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est plus diplomate, mais dans le fond, là je me permets de présenter ces aspects-là, c'est que c'est clairement un enjeu au niveau des top exécutifs, s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses déviances qui derrière créent des troubles organisationnels énormes. Mais ça, je me permets de rebondir parce que on a eu beaucoup de retours, beaucoup d'expériences de personnes avec qui on bosse qui avaient besoin de grandir. C'était surtout dans des boîtes je pense surtout à des boîtes des startups qui avaient levé beaucoup de fonds, qui avaient besoin de recruter des nouveaux VP sur la partie sales, sur la partie marketing, etc.
qui recrutait des gens qui savaient extrêmement bien se vendre, parce qu'en fait, arrivé à un certain niveau, on sait que plus on se vend bien, même en interne, plus on progresse, alors en externe aussi. Et le fait de ne pas avoir du tout de voir une belle expérience, de voir une belle boîte par laquelle ils sont passés, avec quelqu'un qui se vend très bien, bah, en fait, on a envie de lui faire confiance, alors que justement, ce type d'outils vont vous permettre de vous baquer en disant, OK, bah, en fait, si la personne se vend très bien, c'est pas forcément si bon signe que ça. Et effectivement, j'ai besoin de savoir si elle a le même état d'esprit que moi, si elle va aider mes équipes, etc. Et si les équipes vont l'accepter aussi. Parce que recruter quelqu'un qui n'est pas accepté par les équipes ou alors qui fout une équipe en l'air, bah là, vous perdez énormément d'argent et énormément de temps. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec ça. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez challenger aussi la Dark Triad ou notre modèle dans les questions. Tu veux montrer le... Et après, vous êtes rassuré, donc, vos candidats aient capacité à transposer leur expérience à travers leur niveau de raisonnement et qu'ils soient là pour les bonnes raisons et pas les déviances dans la personnalité. Il y a un troisième aspect qui, pour moi, est crucial à évaluer. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là, cette fois-ci. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. C'est plutôt quelle orientation le top manager, le C-level, le top exec va apporter à l'organisation. En fait, il y a un psychologue du travail américain qui s'appelle Robert Hogan, qui a une métaphore que je trouve intéressante. C'est que la personnalité, c'est un peu comme les bulles dans une coupe de champagne. Quand elles sont en bas du verre et que vous êtes à un niveau opérationnel, tout est très condensé et finalement, les bulles ont peu de place pour s'exprimer. Donc, en gros, quand vous avez un rôle opérationnel dans une organisation, votre personnalité a moins de place pour s'exprimer. Du coup, vous allez moins révéler vos talents profonds, mais aussi vos travers. Et plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous voyez la bulle monter dans le verre de champagne, plus elle va prendre de place. Et la personnalité du coup, des leaders de l'organisation va aussi bien pouvoir amener des choses formidables comme des choses potentiellement inadaptées à l'entreprise. Et je vous invite à faire attention à deux choses qui ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, mais qui sont importantes à prendre en compte quand vous recrutez les top execs. C'est que il y a la façon de manager les personnes et la façon de manager l'activité. Sur la façon de manager les personnes, il y a deux grandes orientations. En fait, la façon de manager les équipes, c'est qu'on a des gens qui vont soit être très bons pour développer l'humain, donc vraiment fédérer, permettre aux gens de se développer, progresser, d'apprendre, les fidéliser. Ça, c'est vraiment des leaders centrés sur les personnes, on dit people focus. Très bien quand vous avez des organisations matures avec des personnes clés et l'important, c'est de créer de la cohésion. Les solutions sont déjà là. Il faut simplement s'assurer qu'il y ait une atmosphère et une confiance organisationnelle qui permettent de les révéler. Et la deuxième orientation, c'est plutôt une orientation résultat. C'est des personnes qui ne vont pas du tout manager les équipes, par contre, qui vont s'assurer que les décisions soient prises, même si elles sont impopulaires. Donc là, c'est parfait d'avoir ces leaders pour des situations de transformation fortes, où il va falloir bousculer les gens, quitte à faire un peu de casse, mais la situation l'implique. Donc, c'est très difficile d'avoir des leaders qui savent à la fois créer un environnement de confiance, ménager les gens, les faire grandir, et provoquer un maximum de résultats et des transformations assez radicales. Donc ça, c'est un premier choix à faire de votre part. Est-ce que vous êtes dans une situation de transformation radicale et on sait par exemple que Bompard a été aussi parfois impopulaire pour certaines de ses décisions, mais au final, ça a payé d'un point de vue résultat. Donc c'était la personne clé pour cette situation. Ou alors, est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez une base solide établie, par contre, il faut quelqu'un qui la fasse grandir et qui permet de la développer. Et puis enfin, il y a le management de l'activité, où là, c'est le slide, est-ce qu'on est plutôt sur une approche gestionnaire-visionnaire. Là, Morgan, tu peux poster le lien aussi d'un professeur de MBA de Stanford que j'avais trouvé super pertinent, où il mettait en avant vraiment ces deux éléments. C'est quasiment impossible d'avoir à la fois d'excellents leaders stratégiques, visionnaires, et d'excellents gestionnaires. Et dans toute organisation qui fonctionne, on retrouve ces deux personnes, mais simplement, on ne peut pas les avoir au sein d'une même personne. Donc, on ne peut pas les avoir au sein d'un CEO. Soit le CEO est hyper visionnaire, et dans ce cas-là, ils lui font un second très gestionnaire pour optimiser ces aspects. Soit on a l'inverse, on a des CEO parfois très gestionnaires, mais ils ont en interne, sur la partie R&D ou autre, des leaders très visionnaires. Mais ça aussi, c'est une question que je vous invite à vous poser.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un boost de vision dans nos entreprises ou un boost de gestion? Parce que ce n'est pas les idées qui manquent, mais c'est plutôt leur optimisation opérationnelle. On ne peut pas avoir les deux, donc il faut recruter la personne qui nous apporte ce dont on a besoin. Ouais, donc c'est une vraie question à se poser d'ailleurs, ça dépend des boîtes. Je ne sais pas si vous recrutez des top managers, est-ce que c'est le board qui s'en occupe ou alors est-ce que c'est l'équipe de recrutement? Mais c'est une vraie question à se poser en amont et à inscrire, ce qui va faire que vous allez gagner beaucoup de temps dans votre processus de recrutement parce que si vous rencontrez plein de gens qui sont très visionnaires, mais vous avez besoin plutôt d'un gestionnaire, et ben, il faut mieux le savoir en amont, comme ça vous allez plus rapidement pouvoir écarter ceux qui sont visionnaires. Il y a Amit qui explique quelque chose. Nous avons des exemples de grandes réussites à la tête de grandes entreprises de machiavéliques, narcissiques ou psychopathes avec des visions de développement pertinentes et de grandes ambitions. Ce qui compte pour les actionnaires, c'est le développement business. Le comportement n'est qu'un moyen. Alors, c'est pas du tout faux ce que tu dis. Peut-être que si Steve Jobs avait fait sa Dark Triad, il aurait été je sais pas, manipulateur ou visionnaire. Je pense qu'on l'est tous un petit peu à notre niveau. Pour autant, là, si on prend cet exemple-là, ils avaient clairement besoin d'un visionnaire parce qu'ils avaient besoin de se démarquer dans le marché. Et c'est ce qui a fait la force d'Apple et c'est ce qui a fait qu'on a eu énormément d'innovations technologiques. Et il se trouve que Tim Cook, qui a pris la tête, lui était le bras droit. Donc c'était bien. Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir un duo. On peut pas se passer de vision, on peut pas se passer de gestion. Et le fait d'avoir un duo, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc se baser aussi, qu'est-ce qu'on a déjà en interne et peut-être avoir quelque chose qui va être complémentaire. Mais on sait que Tim Cook, en fait, c'était la personne qui était responsable de toute l'organisation et la gestion. Et c'est aussi pour ça que depuis qu'il est CEO, on a moins de grandes innovations parce qu'il va moins pousser ses équipes dans ce sens-là. Quoi qu'ils sont sortis quand même un nouvel iMac qui est pas mal. Mais en fait, c'est plus sur de l'optimisation de modèles qui existent déjà versus on va tout repartir from scratch, etc. Donc c'est complètement OK. Les deux sont importantes. On va tous avoir des penchants sur la Dark Triad. Mais il faut se poser la question d'un point de vue business. Et même d'un point de vue business, si votre objectif il est business, il faut que vos équipes se sentent bien. Donc, c'est pas du tout décorrélé en fait. Et c'est ça aussi qu'on essaie de partager. Si vos équipes se sentent bien, vous allez avoir un boost business. C'est clairement un facteur important. Après, c'est une question de design organisationnel en conséquence. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des gens avec un égo démesuré, simplement, il faut les faire travailler avec des personnes qui soient capables de le gérer et pas les mettre en direct, en front avec des équipes qui exploseraient à leur contact. Donc, ça fait aussi une caisse, ce genre de personnes. C'est pas un jugement de valeur que de mettre en avant ces dark tickets, c'est limite. Il faut juste prendre conscience qu'elles peuvent être là, particulièrement chez les top execs, donc s'assurer que la configuration organisationnelle permet de les voir s'exprimer ou pas, quoi. Ouais, carrément. Ok. Là où je voulais en venir, c'est que tous ces aspects-là, c'est comme je vous dis, c'est génial de pouvoir les tester pour prendre de meilleures décisions de votre côté et avoir des top execs qui vous amènent, qui vous apportent un maximum de valeur par rapport à vos objectifs actuels. Mais c'est vrai qu'il y a un gros enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut se permettre de les tester à un niveau de détail justement qui permet de recueillir toutes ces infos sur leur personnalité, leur motivation, leur raisonnement. Là où d'habitude, quand on touche des top execs, on n'a pas trop envie de faire de vagues, on n'a pas trop envie de les remettre en question, il y a une posture d'autorité qui est difficile à aller challenger. Donc j'aimerais avoir ton retour d'expérience là-dessus, Ulysse. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'aller justement creuser l'évaluation de ces profils-là alors qu'on n'ose pas toujours? C'est ça, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Moi, j'avais commencé en tant que recruteur au tout début, et c'est vrai que plus les personnes étaient high level, moins on avait du courage pour aller les tester. Plus on se disait non, mais ok, je vais pouvoir te poser quelques questions, mais vraiment les questions un peu touchy, je vais pas les poser. Et c'était vraiment problématique parce que généralement, les personnes les plus high level, on l'a vu, on l'a assez répété, c'est celles qui vont avoir le plus d'impact, donc il faut bien les choisir. Et en plus, c'est celles qui se vendent le mieux. Donc clairement, il faut être capable de les tester. Et nous, ce qu'on a trouvé comme méthode, c'est d'avoir un process qui va être assez standardisé et tout simplement que la pression repose sur le process plutôt que sur l'individu, le recruteur, ou même ça peut être même une DRH pourrait avoir du mal à tester quelqu'un qui est high level. Donc de tout simplement dire aux candidats, écoutez, on a un process qui est standardisé, tous nos candidats passent par ça, et du coup de faire comprendre que en fait
Déjà, s'il refuse de passer par le même process, bah, en fait, là, il y a déjà un point qui est intéressant. Ça veut dire qu'il n'a pas envie d'être testé. Alors peut-être qu'il ne comprend pas la mesure du poste qui est ouvert et en quoi ça va avoir un impact pour l'organisation. Et du coup, en fait, on renvoie la balle en disant, il y a un process standardisé. Est-ce que vous êtes prêt à passer par les mêmes étapes du process en lui expliquant les étapes? Et du coup, la balle est plutôt dans son camp. Et ça permet au recruteur de se dédouaner un petit peu et du coup de faire plus facilement passer ça. Évidemment, on ne va pas faire passer une batterie de test à un top manager si on ne l'a pas motivé en amont. Et du coup, proposer une expérience qui va être immersive, ça va être quelque chose qui est très, très important. Et du coup, moi, la bonne pratique, c'est d'abord m'assurer que si je tombe sur un bon profil, franchement, sur le papier, il est vraiment super, etc. Première chose que je fais, et je me concentre là-dessus, c'est essayer de le motiver. Partager la vision, partager l'objectif du groupe, que ce soit pour ma boîte ou alors pour une boîte pour laquelle je recrute. Essayer vraiment qu'il ait envie profondément d'aller dans ce process. Et du coup, il sera plus ouvert à se faire tester très concrètement. Et après, pour les top execs, il y a une bonne pratique que vraiment je vous invite à tester, c'est de créer un use case, donc un cas pratique auquel la personne va répondre, qui va être un cas pratique plutôt interactif, plutôt sympa à réaliser en vrai, mais qui va vous permettre de tester en conditions réelles une personne. Vous allez la tester sur sa manière de présenter, vous allez la tester sur sa manière de réfléchir, vous allez la tester sur sa manière d'interagir avec vous, sur son esprit d'analyse, etc. Et les cas classiques qu'on essaie de faire, c'est ceux qui se rapprochent le plus de la réalité. Et du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, si vous recrutez quelqu'un, par exemple, sur un poste de CMO, de mapper en gros, très concrètement, votre situation actuelle, de donner un objectif très clair sur ce qu'on va attendre de la personne et quel est ce qu'on veut atteindre, et de demander en fait au candidat de faire un plan d'action. Donc, par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce que vous voulez atteindre, que le candidat puisse faire un plan d'action. Là, ça va vous permettre de savoir si la personne est capable de structurer sa pensée d'une part, dans sa tête, et aussi sur le papier, parce que si elle est capable de la structurer dans sa tête, mais pas de la retranscrire sur le papier, peut-être que ça va être difficile pour elle de faire passer un message, de proposer une nouvelle feuille de route, une nouvelle roadmap. Donc ça devient intéressant. Et surtout, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mapping de votre situation actuelle qui soit très détaillé. Surtout pour des top managers, ça va être à eux de dire, bah, en fait, dans le cas que vous m'avez rempli, il me manque cette donnée-là, cette donnée-là, cette donnée-là, pour que je puisse vous proposer quelque chose qui va être pertinent. Et là, on sait qu'on commence à être en face de quelqu'un qui va être vraiment calé, et on va commencer à savoir, OK, comment est-ce qu'il nous communiquerait avec nous, quel KPI il irait chercher, est-ce qu'il est capable d'aller contacter les personnes pour aller chercher ces KPI, est-ce qu'il le fait de manière cordiale, sympa, attirante, etc. Et la dernière étape, moi, que j'aime bien faire, alors ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est si vous sentez de le faire, c'est de même demander à la personne de préparer un petit discours. Ça veut dire, vous expliquez la situation actuelle, il propose de faire une roadmap, et pour faire cette proposition de roadmap, donc en soutenance, il faut qu'il la présente de manière intelligible, donc pas simplement en disant, voilà, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça, mais en disant pourquoi c'est quelque chose qui est important. Pourquoi c'est quelque chose qui est important pour Carrefour de repartir sur une nouvelle vision du digital et une expérience end-to-end. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir aller plus loin et déceler vraiment un candidat qui va être hyper bon et aussi potentiellement visionnaire. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va être visionnaire, vous avez besoin de le tester sur cette capacité à embarquer des équipes et vous pouvez faire un premier test avec vous. Très concrètement, pour des leaders d'organisation, c'est pas un exercice qui fait peur, ça va être plutôt un exercice qui est attrayant. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut clairement demander. Donc, je recommande vraiment l'utilisation de use case dans ce sens-là. Et là, vous avez un exemple un exemple assez éloigné de slides qu'on propose dans les use cases. Donc, on explique bien les principes et les règles. Les gens savent sur quoi ils vont être testés. Comme ça, tout le monde est aligné. Il n'y a pas de problème entre un recruteur qui explique bien, un recruteur qui explique pas bien. Et après, on va leur expliquer slide par slide qu'est-ce qu'on va attendre d'eux. Mais en vrai, ce qu'on va attendre d'eux, c'est qu'ils aillent au-delà du use case et qu'ils proposent un petit effet waouh. Et ça, c'est les meilleurs candidats qui le comprennent par eux-mêmes. Je suis curieux, Ulysse, ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand j'ai les slides, je vois que tu vois les candidats. C'est toujours le cas, même sur les top exec. Si je teste les candidats, ouais, c'est toujours le cas. Tous les candidats, en fait, passent par le process. On a un process. C'est ça que. Pardon, si tu les tutoies. Ah, si tu les tutoies.
Alors, quand c'est pour recruter pour moi, oui. Quand c'est, en fait, ça va être en fonction de mon client. Si c'est pour une boîte où globalement, eux vont vous voyer, bah, je vais vous voyer la personne parce que ce serait bizarre de d'abord tutoyer après qu'ils rencontrent, par exemple, les associés, une boîte de conseil avec laquelle je travaille et qu'en fait, ils se vous voient, la personne risque d'être perdue. Donc, je me cale par rapport Ouais, à la personne, à mon client et la personne que j'ai en face de moi. Chez nous, c'est plutôt du ok, tutoiement, donc on utilise du tutoiement. très clair. Ok, cool. Et Euh, souvent, c'était pas sur LinkedIn, donc j'étais curieux de savoir comment tu t'y prenais. Mais ouais, toi, tu te cales sur la effectivement, culture du client, c'est normal. c'est un débat légitime. Il faut se challenger en fait. Moi, j'avais des clients qui disaient non, non, on vous voit et puis on appelle Madame Duchâtel, Madame Dupontel, etc. pour recruter des consultants qui étaient relativement juniors. Alors qu'ils vous voient, c'est ok parce que c'est leur posture, etc. Mais il faut se challenger en disant voilà, on a toujours vous voyez avec le nom de famille. Honnêtement, même en clientèle, on va plus faire ça. Donc, je pense que c'était pas forcément bien vu. En fait, on a fait une étude par rapport aux candidats. On a vu comment ils se sentaient dans le process et ils ont vu que le retour c'était voilà, le process est bien, mais un peu froid, un peu distant. Du coup, on leur a fait ce retour après l'audit et du coup, ils ont Ok. commencé à vous voyez, mais avec une touche beaucoup plus friendly et ils ont formé leurs recruteurs pour ça. C'est un autre sujet. C'était une parenthèse, mais ouais, ok, intéressant. Yes. Et autre point qu'on voulait aborder, c'est savoir où trouver les meilleurs candidats. On veut le partager parce qu'on a découvert des super bonnes ressources par rapport à ça. Si vous voulez recruter un top exec, où est-ce que vous allez chercher ce candidat? Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat, à votre avis, où est-ce qu'on irait chercher un candidat. Par exemple, vous voulez un nouveau directeur marketing, directrice marketing, un nouveau directeur ou directrice des opérations. Où est-ce que vous allez les chercher? Et ça, c'est un sujet très important parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans votre processus de recrutement. Et vous allez surtout pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça veut dire que si vous recrutez, si vous êtes dans un grand groupe, ne recrutez pas forcément des personnes qui viennent de ce grand groupe-là, parce que en tout cas, il faut aller chercher en interne, mais il faut aussi rester ouvert et être capable d'aller chercher en externe. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher dans une industrie ou alors chez un concurrent qui a déjà réussi les prochains challenges sur lesquels vous allez. Typiquement, Carrefour, je reprends cet exemple parce qu'au moins on garde un fil rouge, ils ont très bien fait de recruter un head of product, mais qui était du coup le boss de Carrefour One, qui venait d'un environnement à la fois grand groupe, c'est-à-dire Ubisoft, etc., et à la fois startup. Sinon, ils n'auraient pas forcément pu le faire. Un autre vivier qui est extrêmement riche pour recruter des top execs, c'est dans les cabinets de conseil, que ce soit des cabinets de conseil en organisation ou alors des cabinets de conseil en stratégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont l'habitude d'avoir un maximum d'impact en un minimum de temps, ce qui va être très très efficace. Et c'est des personnes qui sont habituées à apprendre très vite et à aussi faire partager leurs idées. Votre leader, ça va pas être la personne qui va être opérationnellement en train de travailler sur le CRM, en train de travailler avec les équipes, etc. Ça va être une personne qui est capable de proposer une vision, de proposer une roadmap et de faire adhérer les personnes par rapport à ça. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable de naviguer dans un environnement où au début, il va pas connaître tout le monde. Les consultants en organisation, en stratégie, ils ont ces qualités-là, notamment parce qu'ils arrivent chez un client, ils sont externes, ils sont payés très cher, et du coup, ils se doivent d'avoir un maximum d'impact, ils se doivent d'être dans de bonnes relations avec tout le monde autour d'eux, et du coup, ils ont une posture qui est vraiment intéressante. Et pourquoi, ce qui a appuyé un peu ça, c'est deux choses. Bah, déjà, ceux qui ont très bien réussi à faire ça, recrutement de top exec, etc., c'est Google. Et en fait, ils ont commencé à recruter énormément de personnes qui sortaient de McKinsey, qui est un cabinet de conseil en stratégie, qui est le numéro un ex aequo avec BCG de cabinet de conseil en stratégie, qui leur a permis en fait de mettre en place une organisation très très rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Et on va vous envoyer une vidéo de Laszlo Block qui était en fait le VP, donc le Head of RH en fait, enfin le DRH enfin c'est pas vraiment DRH, c'est pas vraiment la même posture justement, c'était le Head of People Ops. C'est la nouvelle un peu approche des RH qui est plus orientée orga. Et c'est exactement ce qu'on fait avec Aigo. Et en gros, lui, il venait de chez McKinsey.
il a été recruté pour être Head of People Ops. Et il s'est dit, même, il a eu cette vision, il s'est dit, mon équipe, j'ai pas envie qu'elle soit composée 100% de RH, parce que dans ce cas-là, on n'arrivera pas à aller on n'arrivera pas à faire évoluer l'organisation. Les RH n'ont pas forcément le mandat pour vraiment avoir un impact sur l'organisation. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est quand même très important. Et du coup, lui, il a composé son équipe avec un tiers de personnes qui étaient vraiment des professionnels sur la partie RH, un tiers qui étaient des consultants, et du coup, qui étaient capables d'apprendre très vite et après de proposer des roadmaps, et un tiers qui étaient des psychologues et des chercheurs qui étaient capables de en fait, faire des analyses sur comment les gens se sentent chez Google, parce que là, ils avaient beaucoup de matière quand même, ils sont 60 000 maintenant, donc ça fait pas mal d'analyses, pour après proposer une expérience qui allait être vraiment canon. Et ce triptyque, du coup, RH, consultant, psychologue, c'est ce qu'il, lui, il appelle PeopleOps, et qui était extrêmement efficace. De mon côté, je préconiserais plutôt la partie RH, évidemment, la partie consultant, très bien, et la partie product manager, parce qu'on voit en fait le design d'organisation comme un design de produit, et d'avoir des personnes qui savent designer des produits, prioriser, etc., c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Mais en gros, si vous avez besoin d'avoir une organisation people qui est forte, vous avez besoin d'avoir un head of people qui va comprendre ces enjeux-là. Et le head of people qui comprend ces enjeux-là n'est pas forcément quelqu'un qui a qu'un background RH. C'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui a un background sur la partie consulting ou sur la partie design d'organisation, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est bien d'avoir les deux et de créer une team par rapport à ça. Alors, il y a des LinkedIn. Est-ce qu'on... Je pense que, enfin, moi, ce que je retiens, ce qui fait beaucoup écho, c'est que quand on va chercher des candidats, c'est pas forcément dans le même job ou le même cursus. C'est plutôt, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt des approches, ça peut être marketing, produit, business, et compléter l'équipe avec des gens qui viennent potentiellement d'autres types de métiers pour répondre aux enjeux, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que même on le constate dans les RH aujourd'hui, il y a de la marque employeur, donc c'est du marketing, il y a de la partie data de plus en plus, il y a du product, comme tu l'as dit. Donc c'est vrai que où trouver les candidats, c'est plus les trouver par rapport au type de métier qu'il faudrait pour contribuer à l'équipe, plutôt que sur des fonctions classiques où pour faire du RH, on recrute dans les RH, pour faire du market, on recrute dans le market, et ainsi de suite. C'est ça. C'est ça, il y a clairement des choses à apprendre d'autres univers et c'est ce qu'on essaie de dispenser. Il y a une nouvelle approche des RH qui est en train d'être développée. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de RH qui essaient de faire ça. Mais justement, l'idée, c'est de proposer vraiment un framework plus compréhensible pour qu'on dise, OK, une bonne équipe RH, elle est composée de quoi? Et si on a envie que les RH touchent aussi à l'orga, elle peut pas être composée que de professionnels de RH. Ou en tout cas, les RH doivent se former aussi à d'autres choses. Et bon, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui me passionne. Donc, on pourra en parler pendant des heures et on pourra à la fin. Il nous reste peu de temps et on aimerait vraiment avoir ton retour. C'est ça la principale chose. Donc, toi, tu as eu l'occasion, il me semble, de recruter plusieurs top execs, notamment un CEO pour une boîte, et tu as réussi à aider ton client à faire les bons choix. Et je serais vraiment curieux de savoir comment ça s'est passé. Ok, je l'ai fait en rapide. Je pense que l'auditoire sera à l'aise pour comprendre rapidement le processus. Et en tirer les conclusions. En fait, le contexte. Donc, c'était reprendre une entreprise qui a 300 personnes qui fait de l'audit financier, mais pas que, différents types d'audit entreprises. Ils sont basés dans 10 pays et donc ils ont 28 nationalités parmi leurs effectifs. Donc, des profils très qualifiés en termes de collaborateurs dans un groupe international. Il fallait prendre le relais du CEO pour gérer la transition. Sur la façon de procéder, moi, c'est un cabinet de chasse spécialisé dans les execs qui travaillent dessus. Je m'occupais simplement de la partie assessment pour leur donner du recul sur les profils qu'ils avaient sourcés. Donc, j'ai validé avec eux le raisonnement pour s'assurer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de la transposabilité des compétences d'expérience passée à la future situation. J'ai regardé leur personnalité pour s'assurer, pour renseigner la façon dont ils manageaient les équipes et l'activité, et puis les motivations pour s'assurer si les candidats venaient pour les bonnes raisons. Donc, sur la capacité à transposer l'expérience passée, sur le raisonnement, en fait, c'est assez simple. Souvent, c'est des scores. Là, la façon dont on évalue, c'est des scores qui vont de 1 à 10. Donc, 10, c'est le plus haut niveau de raisonnement tout à droite. 1, c'est le plus mauvais. Finalement, ce qu'on va attendre, on ne va pas attendre que des Einstein, même pour des postes de CEO. Ce qui est important, c'est d'avoir une base, un minimum requis, au moins de 7 sur 10 pour le job.
6, ça peut être négociable, ça peut passer. En dessous, ça ferait dire que la personne aura peut-être limitée dans sa capacité à s'approprier à la complexité de la nouvelle situation. Et là, vous voyez, il n'y a pas de magie, c'est quand on fait un bon sourcing avec des directeurs de grosses BU ou d'autres C-level dans des organisations européennes, ils sont tombés sur 5 candidats qui avaient soit 7, soit 8 sur 10 au test de raisonnement. Donc, le test de raisonnement n'a éliminé personne ici, mais il a conforté l'idée qu'on était face à des candidats qui avaient vraiment un bon niveau pour le job. Parfois, ça m'arrive de tomber sur des candidats qui ont 3 ou 4. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur job aujourd'hui, mais ça veut dire que souvent ça révèle peut-être plus de difficultés à le transposer sur une future expérience. Donc, un point d'attention dans le recrutement. Ensuite, sur le management des équipes, ce qui est intéressant, c'est de faire des mappings comme cela. Donc là, vous voyez, on retrouve nos 5 candidats, donc 3 hommes et 2 femmes. Et donc, on va regarder dans leur personnalité comment est-ce qu'ils se positionnent dans le management des équipes. Là, ce que vous voyez, c'est que la personne qu'on a en bleu, qui était la candidate E, elle avait une approche très directive du management, donc à prendre des décisions seule, alors que les 4 autres candidats étaient plutôt sur une approche participative du management. Et c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il y ait cette proportion dans la mesure où, dans le cas que l'on gérait, c'était important d'avoir un management qui fédère. On a des équipes multiculturelles, dispersées dans le monde entier. Et c'était, là, en l'occurrence, l'attente, c'était vraiment de les fédérer et de développer les talents présents. Donc, ça tombait bien dans le sourcing. Il y avait 4 sur 5 qui étaient sur cette approche. Là où je vous invite à prêter attention, c'est que parfois le management participatif, c'est un peu de la surface. C'est-à-dire qu'en entretien, on a des leaders qui vous servent l'importance justement de fédérer et de faire avec les autres. Mais quand on regarde un peu plus sur leur remise en cause, donc on va chercher des traits de personnalité comme s'ouvrir aux idées des autres, accepter la critique émise, on constate qu'ils ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Donc là, c'est le cas du candidat qui est en vert. Donc finalement, en surface, on constate qu'il y a une approche participative, mais quand on creuse un peu, on constate que sa remise en cause est limitée, et ça veut dire tout simplement qu'il est assez politique dans sa gestion des équipes. Il va questionner les autres, mais il a déjà une idée assez claire d'où il veut les emmener. Dans certaines organisations, c'est pas du tout un problème, hein, c'est même très stratégique, mais là, dans le cas présent, c'était plus intéressant d'avoir un management très, on va dire, bienveillant, comme on aime le dire aujourd'hui, très participatif et authentique. Et en ce sens-là, les candidats noirs, rouges et jaunes étaient mieux positionnés dans la façon de manager les personnes. Après, dans le management de l'activité, je vous parlais tout à l'heure de gestionnaire versus visionnaire. On le constate aussi très facilement à travers des tests de personnalité pour regarder quelle orientation prennent les candidats. Là, en l'occurrence, le candidat qui est en noir, candidat C, avait une approche plutôt gestionnaire, très pragmatique des sites de l'activité, là où les 4 autres avaient une approche plus visionnaire. Et puis pareil, on peut le valider avec leur approche du changement. Est-ce qu'ils sont plutôt promoteurs ou conservateurs dans l'approche des changements? Et là, en l'occurrence aussi, c'était assez net. Donc, quand on a regardé la façon de manager les équipes et l'activité, eh bien finalement, moi, mon retour en termes de préco, ça a été de dire que les candidats B en rouge et D en jaune avaient été parfaitement alignés aussi bien sur le management des équipes que le management de l'activité. Par contre, que pour les autres, il pouvait y avoir des décalages soit sur l'un des aspects, soit sur l'autre, soit sur les deux. Et il se trouve, bien sûr, que la décision n'a pas été prise sur les tests purement, mais par contre que ça a mis en lumière des éléments que le board a constatés en entretien et donc qui a vraiment assuré la prise de décision. Et à la fin de la partie assessment, finalement, on avait 2 candidats, un candidat, un homme en rouge et la candidate D en jaune. Et c'est vrai, quand on est allé creuser dans le détail, aussi bien leur motivation que leur façon stratégique de prendre en main le job, sur la base des résultats, ils étaient totalement alignés. Donc, c'est d'autres aspects qui ont fait la différence. Et pour aller jusqu'au bout de l'histoire, c'est la candidate D qui a été recrutée. Si j'ai pris cet exemple-là, c'est parce qu'il illustrait bien le fait qu'on n'avait pas de bons et mauvais candidats en soi là, dans les 5 shortlistés par le cabinet. On avait plutôt des stratégies, des orientations différentes.
parce qu'ils avaient tous une base de raisonnement et même de motivation adaptée pour le job. Par contre, ça s'est joué sur leur approche de la fonction, où la candidate D avait une approche clairement plus adaptée à la situation actuelle et elle a été recrutée. Aujourd'hui, on a 2 ans d'expérience, de retour sur l'expérience pour dire que ça a été un succès, qu'elle a pris en main l'organisation et qu'elle a permis de la développer. Donc, c'est un bon exemple de transition réussie sur la base de l'éclairage en termes de data sur ce qui fait la différence entre différentes shortlists, enfin une shortlist de différents candidats. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Ouais, donc c'est hyper concret et effectivement, ça, on n'aurait pas pu le cerner, même pas avec un use case et encore moins avec un entretien classique où en fait, on va faire 3 rounds d'entretien. Si la personne se vend très bien, est très, très charmante, etc., et qu'elle vient d'un beau background, en fait, on va la prendre. Personnellement, j'ai vu aussi des personnes qui arrivaient à faire des sauts de puce, qui n'étaient pas forcément très, très performantes, mais qui se vendaient bien, donc ils Ouais. arrivaient à avoir des rôles de plus en plus élevés à travers les boîtes. Et en fait, ça peut être tant mieux pour eux. Mais en tout cas, si c'est votre boîte, si c'est votre projet, vous avez tous sauf envie d'être le prochain saut de puce de ce type de personnes-là. Donc, ok, merci beaucoup pour le partage. N'hésitez pas à poser des questions à Simon si vous en avez dans le chat. Et je vais vous partager, nous, la dernière chose qu'on voulait vous partager, c'est la scorecard qu'on utilise, qui est Ouais. extrêmement efficace. Et après, on se prendra encore un peu de temps pour les questions, pour ceux qui peuvent encore être là. Alors, la scorecard, est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu? Curieux de savoir si vous l'utilisez déjà ou pas. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous connaissez ou si vous connaissez pas. En fait, la scorecard, c'est ce qui va nous permettre de bien cibler quel type de profil on va avoir besoin de choisir. Déjà parce qu'on va bien comprendre le poste et les objectifs pour lesquels quels sont les objectifs du poste. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, il y a le poste je l'ai fait pour Carrefour, par exemple. Donc, Chief Marketing Officer France pour Carrefour, un team marketing évidemment. Donc, il va y avoir une mission faut qu'elle soit explicitée parce que ça va permettre aux recruteurs d'en parler aux candidats. Donc, ça va vous permettre d'attirer des nouveaux candidats. L'autre chose qui va vous permettre d'attirer des nouveaux candidats, notamment quand c'est des personnes qui sont high level, ça va être la partie OKR, Objective et Key Result. Donc, sans trop rentrer dans les détails des OKR parce que c'est un autre concept. Mais en gros, c'est quel est l'objectif qualitatif, quel est l'objectif ambitieux. C'est-à-dire peut-être améliorer les performances du CRM en collaboration avec la DSI, ou alors mener une campagne de user research pour comprendre les nouveaux problèmes clients du groupe, etc. Et avec des key results qui sont très concrets, qui vont vous permettre de comprendre à quel point la personne est capable de gérer ça, à quel point elle les comprend, et du coup, en les exposant, d'arriver aussi à motiver la personne. Donc, vous pourrez noter des commentaires en fonction de comment la personne réagit, est-ce qu'elle a déjà eu l'occasion de travailler sur l'amélioration d'un CRM, est-ce qu'elle a déjà travaillé avec une DSI ou pas, etc. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est de cibler en gros les compétences, qu'elles soient des hard skills ou des soft skills. Et ça, en fait, la bonne pratique derrière, c'est avant de lancer la moindre recherche, de se mettre d'accord sur une scorecard qui va vous permettre après de gagner énormément de temps dans le processus. Donc, par exemple, la maîtrise du CRM. Donc là, partons du principe qu'on utilise Salesforce, donc ça va être requis. Savoir utiliser le branding online, c'est requis. La négociation avec des partenaires GAFA, donc maintenant il y a beaucoup de partenariats avec Amazon, avec Google, etc. Est-ce qu'ils ont déjà eu l'occasion de le faire? Est-ce que c'est requis ou apprécié? Là, j'ai bien apprécié, etc. Donc, ça va vous permettre après de rater chacune de ces compétences que vous avez choisies entre 1 et 3. Et 1 étant novice, a besoin d'être formé, accompagné pour atteindre ses objectifs. 2, intermédiaire, ça veut dire que elle comprend bien le principe, peut-être qu'elle l'a jamais utilisé, mais elle comprend vraiment bien le principe. Et du coup, on va un peu l'accompagner ou elle aura besoin d'un peu plus de temps pour atteindre les objectifs. Et 3, c'est la personne va être assez autonome là-dessus. Et si on prend, par exemple, la négociation avec les partenaires, elle sait qui vont être les interlocuteurs. Potentiellement, elle les connaît déjà. Elle sait comment ces personnes-là négocient. Et du coup, elle va vous faire un plan pour que négocier de la bonne manière avec les GAFA. Et ce qui est intéressant aussi à mettre en lumière, ça va être les perspectives d'évolution. Pourquoi? Parce que on voit qu'à 1 an, c'est devenir leader sur le marché français. Donc, voilà.
Mais peut-être à 3 ans, c'est se développer sur le marché européen. Donc, il vous faut quelqu'un qui ait une appétence sur la partie européenne, qui parle anglais aussi, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, on va pouvoir aussi réiter à quel point la personne est intéressée par ça. 5 ans, j'ai mis impossible à dire parce qu'en fait, à 5 ans, on sait absolument pas ce qu'un CMO quel que soit le groupe, va avoir à faire. Ce serait bête de le mettre. Donc, on a fait exprès de le noter pour vous dire que ça sert à rien. Et après, noter aussi les culture fit, etc. Ça, on vous l'enverra si vous voulez. On va vous partager un petit Typeform pour y avoir accès et pour pouvoir l'utiliser comme vous le sentez. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est la créer avant qu'elle soit validée. Vous pouvez même rajouter le budget. Quel va être le budget d'un CMO pour Carrefour? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 150 000? Est-ce que c'est 30 000? De le noter. Comme ça, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps et vous allez voir sur quoi vous pouvez baser vos choix. Vous pouvez aussi ajouter, là on l'a pas ajouté, mais la partie est-ce qu'on veut un gestionnaire ou est-ce qu'on veut un visionnaire? Mais dans tous les cas, ça va être sur ça que vous allez pouvoir vous baser. Et l'autre aspect, c'est que vous allez pouvoir comparer les scorecards des différents candidats et notamment avec un radar. Donc vous allez mettre vos ratings et après ça va donner des radars qui vont vous permettre de se dire ok, ben en fait, on attendait du coup les scores recherchés donc en bleu et le candidat qu'on a là, c'est ce qu'on a en rouge. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est plus intéressant finalement que ce qu'on a en bleu? Et c'est ce qui va vous permettre de comparer les différents candidats et du coup de faire le bon choix. C'est un peu de la low-tech par rapport à utiliser Assessforce. Vous pouvez aussi utiliser Assessforce, ce sera certainement plus simple. Mais en tout cas, la scorecard doit être faite dans tous les cas parce que c'est ce qui va vous permettre, une fois que vous avez les résultats Assessforce, de pouvoir utiliser les résultats, sinon ça va être compliqué. Ah ben c'est hyper complémentaire. Nous, on en fait aussi et c'est essentiel pour prendre des décisions objectives. Donc, là, le template que tu proposes, c'est parfait pour passer rapidement à ce genre d'organisation d'évaluation des candidats. C'est ça. Nous, pareil, on recrute, on a utilisé Assess First et en fait, on a des résultats, mais si on n'avait pas fait de scorecard avant, on a des résultats, on se dit, ouais, ok, bon, c'est quelqu'un qui est capable de développer une vision, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Et en fait, on est obligé de se reposer la question, etc. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est très réactif, etc. Est-ce qu'on a besoin de ça? Bref, c'est toujours pareil. Donc, c'est l'intérêt de la scorecard, ça amène à poser les questions essentielles pour savoir si le candidat en face fera le job. Mais, Exactement. Donc voilà, il y a un Typeform qui vous a été partagé. Ça, c'est pour bénéficier des outils pour qu'on vous envoie notamment la scorecard et qu'on vous fasse un mail de récap avec tous les liens qu'on vous a envoyés. Et si vous voulez aussi avoir des petits tips ou de l'aide sur le recrutement de top managers, si vous voulez mieux vous organiser pour être capable de recruter de top manager, ou alors si vous avez essayé d'en recruter et ça vous a pris des mois et des mois, sans savoir trop pourquoi, vous pouvez aussi y répondre dans le Typeform pour qu'on puisse potentiellement vous aider si jamais c'est pertinent. Comment utiliser un scorecard pour le personnel en place comme bilan de compétences? C'est une très bonne question. Moi, je me dis, en fait, ça va être intéressant s'il y a du mouvement qui doit être. Alors, ça peut être intéressant pour dire, voilà, le job est en train d'évoluer, voici ce sur quoi tu as besoin de progresser. Donc, ça peut être, par exemple, CRM Salesforce, tu as besoin de progresser là-dessus. Je vais le mettre en plus grand écran. Je ne sais pas si vous voyez si bien que ça, la scorecard là à l'écran, mais en gros, ça peut être intéressant pour faire une montée en compétences, mais du coup, il faut le tourner de manière différente parce que au niveau des ratings, etc. Quoique, ouais, non, on peut aussi l'utiliser. C'est quelque chose que tu peux utiliser, mais c'est plutôt sur ta communication en disant, voilà, comment est-ce qu'on va te faire progresser pour que tu puisses atteindre ces objectifs-là. Ou alors, ça peut être très intéressant pour de la mobilité interne. Ça veut dire que, ok, on a besoin de quelqu'un qui va aller. Il y a un poste qui s'ouvre, quelqu'un peut postuler en interne, et dans ce cas-là, le scorecard peut être aussi évidemment utilisé. Mais tu as raison, Hamid, ça peut être utilisé comme bilan de compétences aussi. Et au contraire, c'est très concret. Ça va permettre à la personne de savoir, OK, j'ai progressé là-dessus par rapport à l'année dernière ou aux 6 mois précédents, et mettre des commentaires en disant, bah voilà, pour le CRM, j'aurais besoin d'une formation CRM, etc. Donc, cette scorecard peut être utilisée. Ouais, excuse-moi, dans la pratique, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'avant même le bilan de compétences, ça a énormément de valeur lors de l'onboarding. Parce qu'en fait, ça fait gagner du temps. La personne sait déjà ce sur quoi on lui fait confiance. On a évalué qu'elle était vraiment à un super niveau.
et la partie du job, du scope, sur lequel on a quand même un peu de doute ou on l'attend en confirmation. Et je sais que nous, au début, on ne le partageait pas spécialement aux personnes qu'on venait de recruter parce qu'on s'est dit que ça allait peut-être les mettre en doute sur certains aspects. Mais au final, quand on l'a fait, ça a très très bien marché et eux l'ont pris positivement pour gagner du temps. Ça, en fait, c'est déjà un premier feedback et gagner du temps sur l'appropriation de là où on les attend. Ouais, carrément. Non, T'as vu ça aussi, toi, dans l'application, Ulysse? Comment? T'as vu ça aussi en application? Ouais, complètement. Bah, en fait, nous, ce qu'on propose, ça va surtout être sur les OKR de la personne. Mais utiliser la Ok. scorecard pour ça, je pense que c'est effectivement une très très bonne idée parce que ça donne une roadmap extrêmement claire. On a fait un autre point sur l'onboarding. On sait que l'onboarding, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui demande du temps. Et en fait, si vous avez drafté ça au début du process, que vous l'avez sélectionné par rapport à ça, ça va faire que c'est un élément qui va enrichir votre onboarding sans y passer plus de temps. Et du coup, la personne va pouvoir être autonome. En fait, la personne va être autonome à partir du moment où on lui donne une feuille de route, des guidelines, et du coup, cet outil va clairement vous permettre de rendre un onboarding plutôt riche sans avoir besoin d'y passer trop de temps derrière, ce qui est clairement l'enjeu. Donc, carrément, cette scorecard elle peut être utilisée dans plein de cas de figure différents. On a un peu dépassé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Personnellement, je peux être encore dispo, évidemment, c'est important. Alors, Simon, il y a une question pour toi de Hamid. Oui. C'est est-ce que vous faites passer un Assess First au client pour apprécier de la complémentarité avec la personne à recruter? Cela semble un peu délicat. Clairement, en fait, le côté délicat, je comprends de prime abord, mais il dépend, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Ulysse, il dépend beaucoup de comment est-ce qu'on l'amène, sur le pourquoi. Quand on le propose à des personnes qui ont le job actuellement, c'est pas pour remettre en question leur légitimité. C'est pour justement s'assurer que le candidat qu'on va leur proposer soit complémentaire à eux et leur donner des clés sur quoi est-ce qu'ils vont facilement travailler ensemble, sur quoi est-ce qu'ils pourraient être en décalage. Donc, c'est dans leur intérêt de le faire. En fait, on sent que c'est une pratique qui s'installe. Pour l'instant, ceux qui le font, c'est des précurseurs. On le voit peu déployé. Par contre, ceux qui se sont permis de le faire, ils y trouvent un intérêt très très fort. Donc, si vous arrivez à faire passer ça, je vous conseille vraiment à toutes et à tous de le mettre en place. Ouais, très et bonne puis, idée. je dirais aussi en bénéfice secondaire, c'est que ça éduque. Avant de regarder, de juger un candidat sur des résultats aussi, enfin juger, c'est un grand mot, mais d'évaluer les résultats d'un candidat, quand on a soi-même passé le même processus d'évaluation, ça amène à plus de modestie et d'humilité quand on voit les résultats de quelqu'un d'autre. Si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Et c'est clairement ce qu'on a fait. Donc nous, on a partagé à Simon, donc on a fait nos assessors à nous. On demande à nos candidats en interne de le faire. C'est vrai. On avait un doute sur certains candidats parce qu'il n'y avait pas forcément un score de compatibilité. Et en fait, on a vu que d'un point de vue professionnel, le score de compatibilité était élevé. C'était plutôt d'un point de vue personnel où ça pouvait pas forcément être le cas. Et du coup, on se pose la question aussi. Est-ce que ce qui va compter, c'est est-ce que s'il y a que du professionnel et qu'on s'entend très bien professionnellement, ça suffit? Est-ce qu'on se base uniquement sur le test Assess First ou sur notre ressenti aussi, parce que c'est aussi important, hein. Parfois, on peut avoir un super test Assess First, en fait, que ça se passe pas forcément bien, donc c'est complémentaire. Mais voilà, nous, typiquement, on fait l'exercice en tant qu'employeur et en tant qu'employeur, on le fait aussi et on le partage d'ailleurs notre test Assess First à nos candidats pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire, parce que ça leur permet aussi de se positionner et de venir en connaissance de cause. Il faut quand même leur expliquer comment le lire, le test Assess First, parce que ça aide. Nous, on a appris à le lire parce qu'on a vu plusieurs et du coup, c'est important aussi d'en parler. Merci beaucoup pour votre participation. Encore une fois, nous, on va peut-être répondre à la dernière question de Charlotte et après. C'est une dernière question, Ouais. c'est de Charlotte, sur la restitution de la scorecard de candidat. Restituer la scorecard. En fait, si la scorecard est bien faite, il n'y a pas de sujet, parce que elle est légitime et je sais qu'il n'y a pas besoin de l'ajuster. Si jamais vous vous dites ce qu'on a écrit, ça va pas être forcément compréhensible comme ça, soit vous l'ajustez, mais peut-être qu'il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'ose pas déjà dire des choses, pourquoi il y a déjà des tabous.
Ce serait intéressant de le savoir parce que si vous avez recruté la personne, c'est que vous lui faites confiance pour faire le job. Il faut partir de ça. Donc quand vous lui communiquez la scorecard, vous lui dites on t'a choisi parce qu'on croit en toi et on pense que tu as tout intérêt à prendre connaissance de cette information aussi pour avoir tous les aspects en tête. Ça, ouais. Je pense que c'est une très bonne pratique. Effectivement, c'est vrai que c'est une question de com. Personnellement, je trouve que c'est une bonne pratique parce que ça montre à quel point vous allez être organisé et à quel point vous ne faites pas du recrutement juste au doigt mouillé. Et ça va certainement rassurer la personne. Et si elle a deux propals en face et qu'elle voit, OK, ils m'ont fait une scorecard, je vois sur quoi je dois progresser, je vois sur quoi j'ai réussi à faire mes preuves. En fait, les meilleurs talents, ils ont envie de progresser, ils ont envie aussi de se faire challenger. Pas forcément sur du ressenti, mais aussi sur des choses qui sont factuelles. Et au contraire, nous, on préconise beaucoup de partager la scorecard aux candidats quand vous voulez les closer. Si quelqu'un a vraiment raté son entretien, ça sert à rien de perdre du temps à lui partager sa scorecard parce qu'il peut y avoir toujours des débats, etc. Donc, personnellement, je ne le ferai pas. Mais pour les très bons candidats et encore plus pour les candidats pour lesquels vous avez envie de vous battre, partager la scorecard, c'est une bonne idée. Ok, et ben on va vous dire merci, c'était vraiment top. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là avec vous. Merci beaucoup, Simon, pour ce webinaire qu'on a fait ensemble. Et merci beaucoup, Morgane aussi, et l'équipe, toute l'équipe Assess First, parce qu'en fait, on s'est rencontrés petit à petit, on a rencontré plein de gens de Assess First jusqu'à ce qu'on puisse rencontrer Simon. Donc, on est super content. Merci beaucoup, Morgane. Merci à l'équipe Assess First pour ça. On est dispo sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous avez besoin d'aide pour votre orga, pour votre process de recrutement, ou si vous avez envie d'utiliser le Assess First et de tester On a fait une démo avec. En fait, ça a commencé avec une démo. On a vu une de leurs démos. On s'est dit, mais ok, ça a l'air beaucoup trop puissant qu'on les rencontre. Donc, franchement, je vous invite à tester. C'est une solution qu'on utilise et qui est juste incroyable. J'imagine plus de recrutement sur Assess First, pour être tout à fait franc. Donc, je suis d'autant plus heureux qu'on ait pu faire ce webinaire ensemble. Plaisir partagé. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et à bientôt pour la suite. À la prochaine. Ciao.